De l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre. Je salue la venue de cette loi qui assurément vient à son heure et qui permettra sans doute d'améliorer considérablement le contrôle en matière de BTP au Sénégal. Je n'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus, ayant voté lors de la commission. Et je voudrais donc saisir mon temps de parole pour 2 points. Le premier point concerne les anciens contractuels de votre ministère qui ont bénéficié de CDI, ce qui est une avancée, mais qui allaient partir en grève le 7 juin parce qu'ils n'ont pas encore bénéficié des augmentations de salaire qui ont été réalisées pour la fonction publique. Je voudrais savoir ce que vous avez prévu sur ce point. Le second point concerne les événements qui se sont passés et les destructions massives qui ont frappé les infrastructures de ce pays. À mon avis, il n'y a aucun sens à ce que nous, députés, qui représentons le peuple et qui votons et qui donnons les crédits au gouvernement pour réaliser ces infrastructures, et qui chaque fois soulignons le manque criard d'infrastructures à l'intérieur du pays, l'enclavement du Sénégal. Il n'y a aucun sens que nous continuions à nous présenter ici si nous ne sommes pas capables de dénoncer de la manière la plus ferme les dommages et les agressions contre nos infrastructures. Nous sommes un pays sous-développé, qui a besoin de tout, qui manque de tout. S'en prendre aux infrastructures sans lesquelles la vie sociale, le commerce, l'économie du pays ne peut pas fonctionner est un crime contre la nation, que nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Mais ceci dit, Monsieur le ministre, je voudrais dire quand même que l'État, quelque part, il n'y a aucune excuse. Je ne chercherai aucune excuse ni aucune atténuation à ce qui semble être un crime contre notre nation. Mais je dois dire que l'État, depuis 2000, s'amuse à faire en sorte que les infrastructures qui appartiennent à la République soient confondues avec les infrastructures du parti État. Quand on prend les bus de Dakar Dem Dikk, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont été saccagés. J'étais ministre du Transport, on avait trouvé 60 bus uniquement. Dakar Dem Dikk quasiment en faillite. Et j'étais heureux de voir Dakar Dem Dikk reprendre grâce aux bus qui viennent d'Inde. Et quand on peint ces bus aux couleurs du parti au pouvoir, quand on privatise une partie du parc de Dakar Dem Dikk, de la zone de Dakar Dem Dikk, qu'on remet ça au parti au pouvoir, dans des opérations soi-disant commerciales qui n'auraient jamais été autorisées à un parti de l'opposition. Ça aussi, c'est une forme de transfert, disons, de la propriété de la République vers une sorte de propriété du parti au pouvoir, une sorte de mélange de genres qui incite ceux qui sont désespérés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays, ceux qui ont perdu les repères, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays, ceux qui sont abandonnés par l'État et qui vivent dans... Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'essayer d'expliquer et de comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans notre République, on ne pourra pas trouver de solution. C'est les inciter et leur indiquer que, oui, le siège de l'APR et Dakar Dem Dikk, c'est kiff-kiff. Oui, les bus Dakar Dem Dikk, c'est kiff-kiff que l'APR. Ce n'est pas kiff-kiff. Il faudrait que désormais, certainement il faut modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il faudrait aussi être très ferme et voter des lois qui fassent en sorte que les biens de la République ne puissent plus être confondus avec des biens privés ou à des biens d'un parti au pouvoir. Que la présidence de la République n'abrite plus les sièges des réunions du parti au pouvoir. Je sais que j'y ai participé quand j'étais là-bas. Non, mais je vous le dis. Non, je suis pour qu'on supprime même la confusion entre le président de la République et les chefs de parti. Notre République, M. Abdou Mbow, a besoin en ces moments malheureux que l'on se mette ensemble, au lieu de se jeter des colibés, de se regarder les yeux dans les yeux, au fond du cœur, de dire qu'est-ce qui est pourri dans cette République du Sénégal. Qu'est-ce qui fait que des enfants meurent parce qu'ils manifestent? Qu'est-ce qui fait qu'un de mes amis a été retrouvé mort après avoir passé dans un commissariat de police?
Merci. Nous avons besoin de discuter de ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs du ministre, chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais à l'entame peut-être faire une clarification. J'ai eu une discussion avec un de mes collègues là-bas au fond quant aux amendements. Je pense qu'il ne faut pas qu'on évoque la disposition constitutionnelle qui trouve son prolongement dans le règlement intérieur de notre Assemblée, qui a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et de conformité à la Constitution. Et quand on regarde l'article 76 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on nous dit le représentant du président de la République. En l'occurrence, dans nos travaux, chaque fois qu'un texte est présenté, que le président de la République signe un décret de présentation, le ministre qui vient défendre le texte est commissaire du gouvernement, comme l'a bien rappelé le président de l'Assemblée, et représente le président de la République. C'est à lui qu'incombe le pouvoir de faire des amendements au nom du gouvernement, avant séance comme en pleine séance, amendements qu'il doit signer quand on regarde le dernier alinéa de l'article 79 in fine, qui dit que les auteurs des amendements doivent les signer. Donc le ministre Mamadou Mansour Faye, porteur d'un amendement du gouvernement, est dans l'obligation de signer cet amendement au nom du gouvernement qui est un organe collégial. Je voulais qu'on évoque cette question liée à l'interprétation du règlement intérieur. Monsieur le ministre, je voudrais me réjouir de la présentation de ce projet de loi. Et je pense que nous tous, nous le vivons. Et depuis quelque temps, je pense qu'une de nos collègues l'a dit, nous observons à la fois une augmentation du nombre de sociétés, de bureaux d'études travaillant dans le secteur, notamment de l'analyse des sols, des laboratoires de sols, des bureaux d'études, mais dans le même temps aussi, nous assistons à beaucoup de situations qui interpellent la protection civile en matière d'effondrement d'immeubles, etc. Et je pense que avoir un laboratoire national de référence qui un peu joue le rôle de régulateur du secteur nous paraît extrêmement important. Il y participe de la protection civile, de la sécurité des personnes et des biens. Et je voudrais me réjouir de la présentation de ce texte et vous suggérer en tout cas de tout mettre en œuvre, que les décrets d'application soient pris très tôt pour éviter ce qui s'était passé lorsqu'on avait transformé le CEREC en société nationale, en société anonyme, parce qu'on s'entend, l'absence de prise de décret d'application avait entamé le fonctionnement de la structure. Pour le reste, Monsieur le ministre, moi je pense qu'on est dans un pays où tout est priorité. Je pense que quelqu'un l'a dit, c'est mon collègue Thierno Alassane qui l'a bien dit dans la première partie de son intervention. Quand on mobilise 1000 milliards, ou 700 milliards, ou 800 milliards, pour faire un train express régional, quand on mobilise près de 400 milliards pour faire un BRT, quand on mobilise de l'argent pour faire des routes, autoroutes, Ila Touba, etc., moi je pense qu'une manifestation ne peut pas être une excuse pour s'en prendre à ces infrastructures. Par contre, là où je nous interpelle, nous députés, il faut qu'on corse les sanctions pénales des gens qui commettent ce type d'actes au nom de manifestations politiques. Parce que c'est de l'argent qui appartient à cette génération présente, mais à la génération future. Nous n'avons pas le droit de saccager ces instruments-là et que devant la justice, le juge entend et libère. Non. Quand on démolit les infrastructures publiques, de quelque bord que ce soit, nous devons faire l'objet de sanctions pénales beaucoup plus fortes. Alors moi, je dis ici, nous n'avons qu'à réfléchir à des propositions de loi qui corsent davantage les sanctions pénales par rapport à ce type d'action. Maintenant, sur le débat ici, franchement, chers collègues, de tous bords, nous avons des sujets brillants. Des esprits brillants sont de tous bords, à gauche, à droite, au milieu. Mais pourquoi devons-nous laisser notre législature avoir l'empreinte d'une législature d'insultes, d'irrévérences, d'injures? Pourquoi? Parce que demain, nous ne serons plus à l'Assemblée nationale. Dans cette Assemblée, on siégeait des grands hommes qui ont quitté, avec des divergences profondes. Le président Abdoulaye Wade a siégé ici, dans un contexte de divergence profonde avec le Parti socialiste. Mais jamais les mots n'ont volé aussi bas que ce que nous vivons aujourd'hui ici. Le président de l'Assemblée nationale, quand même, c'est le président de notre institution. Qu'on soit d'accord ou contre lui, mais c'est le président de notre institution, nous devons respect. Le ministre qui est là, moi je l'ai vu, 11e, 12e, 13e législature, il n'a jamais été jugé sur ses actes en tant que ministre, mais on le juge sur autre chose,
Monsieur le ministre, vous avez fait de très grandes choses dans ce pays. Vous pouvez en être fier. Je vous remercie.